Donc, le capital social, c'était 101. Je suis sur la classe 1. Ici, sur cette sur cette partie du contenté, on va inscrire tout ce qui est emploi. Donc, par emploi, on a vu que emploi, c'était quoi? C'était formé par quoi? C'était charge et actif. Donc, emploi, c'est actif Charge. de charge. Oui. Et dans les ressources, on a passif plus produit. Donc, le capital social, c'est la classe 1. La classe 1, c'est de l'emploi ou de la ressource? La classe 1, Comment? ça appartient au passif. Oui. Du coup, aux ressources, monsieur? Du coup, en ressources. Par conséquent, les augmentations se font sur cette colonne-là. Donc ici, j'inscris les augmentations. Je suis sur un compte qui appartient aux ressources, donc les augmentations se font sur la colonne correspondant aux ressources. Après, pour l'autre compte, qui est le 51, le compte courant. Oui. Donc là, je suis sur la classe numéro 5. Un élément qui appartient à l'actif. Par conséquent, je suis sur un emploi. Oui. Les emplois, c'est cette première colonne. Donc, j'ai une augmentation du compte courant de 100 000, puisqu'on a reçu de l'argent. Donc, j'ai inscrit ici les 100 000 pour la première opération. À chaque fois, en fait, il faut identifier le compte associé à l'opération, dire si on est en emploi ou en ressources. Et lorsqu'on a des augmentations, les augmentations donc sur un compte qui appartient à la partie emploi, les augmentations se font à gauche, ici, comme c'est le cas ici. Oups. Comme pour le compte courant, ce que j'ai inscrit. Pour l'écran tactile. Donc là, juste voir. Donc, ce que j'ai inscrit ici, à ce niveau-là. Donc, je suis à gauche. Et les augmentations, lorsque je suis sur un compte qui appartient aux ressources, ça se fait à droite, comme ce que j'ai fait pour le capital social. Pour l'opération numéro 2, par exemple, donc, si je passe à l'opération numéro 2, réception d'un emprunt à long terme. Donc, j'ai reçu de l'argent. Donc, ça va être sur le compte courant. Donc, j'ai une augmentation du compte courant pour un montant de 80. Donc, pareil, hop, 80, l'opération 2. Puisque je suis sur un compte qui appartient à la classe 5, un élément de l'actif qui a augmenté de l'emploi. Donc, les augmentations se font ici à gauche. Si j'ai retiré de l'argent du compte courant, j'aurais basculé l'écriture de l'autre côté. C'est ça le principe des contentés. Si je termine l'opération 2, donc on a reçu de l'argent, il faut équilibrer. Bien sûr, lorsqu'on a reçu cet argent-là, ça correspond à une dette. Donc, sur le compte emprunt non moyen terme, ma dette, elle a augmenté. Je suis sur la classe 1 qui appartient au passif. Donc, je suis sur une ressource et l'augmentation de la ressource, c'est la première ou la deuxième colonne? Qu'est-ce qu'on a dit? La première. Augmentation des ressources, la deuxième. Et Augmente. augmenter le compte, c'est Ouais, la première. les ELMT, c'est du passif, non? Donc ça sera à Oui, droite. Les ressources. oui, c'est une ressource. Donc, les augmentations se font sur cette colonne-là. En fait, les augmentations des comptes qui appartiennent aux ressources se font ici. Les augmentations des comptes qui appartiennent aux emplois se font à gauche. Voilà, juste à titre d'information, monsieur, on voit pas votre curseur. Si, on le voit, mais c'est un tout petit point en fait. Genre, Ah oui? Ok. Ouais, bah, mon écran est... Je suis trop vieux alors. Non, genre, en fait, il est un peu invisible. Ok, je en vois. fait, Je vois. j'utilise la tablette tactile à l'école. Donc,
Ouais, pas de souci. Ça me permet d'écrire, mais oui, peut-être pour suivre, je vais souligner dorénavant les éléments sur lesquels je vais, Je vous remercie. comme ça, voilà. Ouais, là c'est bien, on voit. Donc, ici, on est sur un compte qui est de la classe 1. Ça appartient aux ressources. C'est un passif, donc c'est une ressource. Et toute augmentation des ressources se font sur la partie qui est ici dans notre compte en T. Donc, clairement, la règle est la suivante. Donc, quel que soit le compte, il faut vous poser. Donc, si je suis sur un compte qui appartient à de l'emploi, sur mon compte en T, les augmentations, je les inscris ici. Si je suis sur un compte qui appartient aux ressources, les augmentations vont se faire sur la deuxième colonne pour les comptes en T. Et si j'ai une diminution, c'est l'inverse. Je bascule sur l'autre colonne, comme ce qu'on a fait sur le livre journal. Pour ne pas utiliser le signe moins, on bascule l'écriture. Opération numéro 3, réception de la facture d'achat d'immobilisation pour un montant qui est égal à 120 000 euros. Donc, pour l'opération numéro 3, on a... Oui, Je peux vous poser une question pour la question numéro 2, s'il vous plaît? oui, bien sûr. À quel moment les 80 vont passer à gauche pour dire qu'on doit rembourser notre emprunt à long et moyen terme? Lorsque vous avez remboursé votre dette. Si vous avez... Imaginons que sur une opération, donc là j'ai marqué 1, c'est 2, c'est l'opération 2. Je vais marquer l'opération 2 prime. Vous avez remboursé 20 000 euros de votre dette. Donc là, on inscrit 20. Je diminue ma dette de 20. Et cet argent-là sera prélevé du compte courant. Donc, je vais diminuer le compte courant de 20. Là, pareil, hop. Ce que j'ai appelé 2 prime. 2 prime, c'est une opération que j'ai rajoutée pour un remboursement de 20 000 euros de dette. Ok, merci. ELMT, c'est Emprunt long moyen la terme. dette. Ok, mais du coup, c'est la dette qui baisse. Quand on met 20, c'est-à-dire que la dette baisse, c'est ça? Oui, Donc là, va forcément puisque augmenter j'ai de l'autre côté. remboursé, donc l'opération que j'ai rajoutée de prime, c'est pour vous donner un exemple, quand est-ce qu'on fait les inscriptions à gauche sur ce compte numéro 16. D'accord. Donc, puisqu'on a remboursé une partie de notre dette, c'est normal que la dette diminue. Lorsque vous remboursez, ça diminue votre dette après. Ouais. Voilà. Et du coup, la dette, c'est un emploi. Alors, Hop. la dette, Non, je veux c'est dire, un emploi. c'est bah non, du coup, c'est une ressource, non? Parce qu'on met l'augmentation à droite. Oui, la dette, c'est une ressource. Ok, d'accord. Donc là, au lieu Mais là, d'avancer, ouais, et de faire l'opération 3, je vais faire un petit rappel. Je vous rappelle que lorsqu'on a un bilan actif, passif, les comptes que forme le passif, c'est la classe 1. Une partie de la classe 4 relatif à la dette à court terme. Et l'actif, lui, il est formé par la classe 2 des immobilisations, la classe 3 des stocks, une partie de la classe 4 où on va retrouver les créances et la classe 5 pour la trésorerie. Ça, c'était le bilan. Et dans le compte de résultat, on a les charges et les produits. Les charges, c'est la classe 6. Les produits, c'est la classe 7. Donc là, ELMP, c'est la classe 1. Classe 1, je suis dans un élément du passif. Et le passif, c'est juste là.
Le passif, ça fait partie des ressources. C'est bon? Mais là, remboursement, c'est diminution, c'est pas augmentation. Tout à l'heure, vous avez dit emploi ressources, on le met comme ça si c'est une augmentation. Mais si c'est l'inverse, on inverse. Oui? C'est-à-dire Non, là, mais là, en fait, remboursement de dette. c'est une ressource. Du coup, en fait, tu mets les diminutions à gauche, pas à droite. Là, lorsque vous remboursez votre dette, ça diminue votre dette. Oui, Donc, vous avez voilà. moins 20 sur votre dette. Oui. Donc, Ici, augmentation pour nos ressources. Très bien. non, la dette, le compte numéro 16, c'est une ressource Oui, qui va diminuer. oui. Donc, pour une diminution, je dois basculer l'écriture ici sur la première colonne, puisqu'on a dit les augmentations des ressources, je le fais ici, sur cette colonne-là. Mhm. Donc, lorsque j'ai une diminution, je la fais sur la première colonne. C'est ce que j'ai fait ici. Ah d'accord, ok. Ouais. Là, j'ai compris. Opération numéro 3, réception de la facture d'achat d'immobilisation. Bon, je n'ai pas précisé immobilisation corporelle ou incorporelle, peu importe, ça va être la classe numéro 2. Donc, je reprends mon tableau pour le numéro. Donc, si je considère que c'est 21 immo corporel. Donc, le montant des immobilisations, il est égal à 120. Est-ce que j'inscris ça à gauche ou à droite, à votre avis? À gauche, parce que c'est une augmentation de l'emploi. Donc, à gauche, parce que c'est une augmentation de l'emploi. Tout à fait. Je suis sur l'opération numéro 3. Et j'ai reçu la facture, mais je ne l'ai pas encore payée. Du coup, c'est une dette fournisseur. Donc, j'ai une dette fournisseur. Donc, sur le compte 40, fournisseur. Alors, est-ce que ma dette fournisseur, elle a augmenté ou bien elle a diminué? Augmenter Elle Elle augmente a augmenté. De combien? de 120 de 120 OK. plus la. Donc, Ah non. j'inscris à gauche ou à droite? à droite. Donc, j'inscris à droite. Donc, j'inscris 120. Sauf que si je fais ça, ça veut dire que la TVA ne s'applique pas, ce qui n'est pas vrai. Puisque j'ai acheté du matériel, donc la TVA s'applique. Je dois payer la TVA et je demande à ce que l'État me rembourse cette TVA. Donc, on ajoute 20% en fait. Donc, on ajoute 20%. Quel est le montant de la TVA? 20% 20%, de 120. 22, Hmm, 22 euros. 22? Oui. OK. Comment vous avez trouvé 22? Bah, c'est 120 fois 20%. 0,2 fois 120. Ça fait 24 du coup. Ah, j'ai plus Pas 24, ouais. 24? Parce que Ouais. 10%, ça Ah va ouais. te faire 12. Mmh. Fois 2, ça fait 24. Oui, que j'ai oublié de ouais. OK, d'accord. Donc, on est sur quel type de TVA? Est-ce qu'on est sur de la TVA qui est collectée ou bien de la TVA déductible? C'est déductible, monsieur? Donc, qu'on a c'est fait de un la achat. TVA déductible puisque on va demander, on a dit, à chaque fois qu'on fait un achat, c'est de la TVA déductible. 44, 56. Donc, le montant de cette TVA, il est de 24. Alors, TVA déductible. J'inscris ça à gauche ou à droite? À droite, monsieur? À droite, pourquoi? C'est pas une ressource qui est augmentée, là, monsieur? Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes d'accord, c'est bon? Ressources qui augmentent, ouais. Donc, j'ai une ressource. Dette qui augmente.
faut le dire. J'ai une ressource qui augmente ou une dette qui augmente? Une dette qui augmente, pas une ressource. TVA, on va payer. Oui, On mais perd, en même temps, ça le, augmente les dettes. Ah, et du coup, la ressource, elle réduit. Elle diminue. Elle le diminue, ouais. compte, le compte TVA déductible, est-ce que c'est de l'actif ou du passif? C'est de l'actif. Enfin, non, Du passif. passif. Non, c'est de l'actif. Ah, On a dit Alors, que en fait, il y a une partie du 4, la classe 4, dans le passif. On a marqué que oui. c'est DCT dans le passif. Donc, c'est déductible. Est-ce que c'est une dette que vous avez? Est-ce que c'est une dette court terme, la TVA déductible? Est-ce que vous êtes endetté envers quelqu'un, en fait? Non. Non, plutôt vous allez recevoir de l'argent. Hmm. Donc, c'est pas une dette à court terme, c'est dans l'actif. Donc, ça, c'est un compte qui appartient à l'actif. ok. Mais C'est monsieur, c'est pas quelque chose qu'on a perdu temporairement le temps que l'État rembourse? pourquoi on l'aurait perdu temporellement. Enfin, du coup, là, puisqu'il a acheté les C'est- immobilisations corporelles. C'est une rentrée d'argent future pour l'entreprise. Ah, d'accord. C'est une sorte de créance, du coup. C'est une sorte de créance, tout à fait, puisqu'elle va recevoir de l'argent, on va recevoir de l'argent. Ça marche. Ok, ok. Donc là, comme c'est ça, ça appartient à l'actif, donc gauche ou droite? Gauche. Donc à gauche, j'inscris le montant 24. C'est pour l'opération numéro 3. Mais si je reste sur cette écriture-là, j'ai un problème puisque j'ai augmenté ici mon actif de 144. 120 plus 24, ça me fait 144. Mais ma dette fournisseur, elle est de 120. La dette fournisseur, en fait, ce que vous devez payer, c'est votre facture TTC. Donc, ce qu'on doit écrire sur le compte fournisseur, c'est 144. C'est le Ok. montant de la facture, toute taxe comprise. Si vous revenez à l'exemple qu'on a vu sur la dernière diapo du cours sur la TVA, vous allez retrouver le même principe. Donc, on a la dette fournisseur, on doit payer notre facture en TTC. Et là, on demande à l'État d'être remboursé pour les 24 000 euros de TVA. Voilà, je vous invite à réfléchir aux opérations suivantes. Donc, sur le support, je vous ai mis la correction, mais si vous regardez directement la correction, ça ne va pas être très utile puisque tout va paraître évident. Or, lorsqu'on fait ça, surtout pour la première fois, c'est loin d'être trivial. Il y a tout un raisonnement à faire et une fois qu'on a ce raisonnement qui est acquis, on peut dérouler l'ensemble des opérations. Donc, je vous invite à faire les différentes opérations de manière individuelle. Vous avez le corrigé pour vérifier. Et s'il y a des questions, je reviens dessus lors du télégroupe numéro 2, prochaine séance. Au début de chaque séance, je réponds aux questions relatives aux exercices qu'on a eu auparavant. Bien sûr, je ne vais pas refaire l'intégralité de la correction, je réponds aux questions sur les points qui bloquent uniquement. D'accord? Bien reçu. Très bien. Très bien. Donc, on va passer à la thématique d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de comptabilité analytique. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est de la comptabilité générale. Donc, l'obligation légale que toute entreprise doit avoir. L'autre volet de la comptabilité, c'est la comptabilité analytique. Donc, il faut savoir que la comptabilité analytique, ce n'est pas du tout une obligation pour l'entreprise. Par contre, elle permet à l'entreprise de calculer ses coûts, de savoir si son activité est rentable ou pas,
et de voir sur quel type de poste on peut réaliser des économies ou améliorer la performance. Donc, voici un exemple. On considère une entreprise qui fabrique avec donc deux produits, P1 et P2. Le produit P1, il utilise deux matières premières, la matière première A et la matière première B, et le produit P2, utilise uniquement la matière première B. Donc, l'entreprise, elle va réaliser un achat de matière première A, B, on a une section d'achat. La matière première A passe par la section d'usinage. Par la suite, on a l'assemblage entre la matière usinée et la matière première B pour fabriquer le produit P1 et le produit P2. Ça arrive à la vente et par la suite, donc, c'est la partie vente pour que ça arrive jusqu'au client. En plus de ces sections-là, on a la section logistique et la section direction. Ces sections-là ne sont pas associées directement à un produit exclusivement. Donc, par exemple, la logistique ne concernera pas uniquement le produit P1 ou bien le produit P2. Donc, c'est commun aux deux produits. Donc, il est normal d'associer une partie des coûts de logistique et de direction à P1 et à P2. Un exemple, je dirais trivial, on va dire 50% des frais logistiques vont aller à P1, 50% à P2. Pareil pour la direction. Sauf que si on procède de cette manière-là, on n'est pas sur une estimation fine de la réalité du terrain. C'est que si vous fabriquez en majorité des produits P1, il est normal de supposer que les frais logistiques sur ce produit-là seront supérieurs. Et inversement, si vous ne fabriquez pas de produits P2, ce n'est pas normal d'associer des frais logistiques à ce produit-là. Donc, souvent, on va répartir les frais de logistique ou de direction sur P1 et P2 selon soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de produits vendus ou fabriqués. Donc, ce qu'on appelle en comptabilité analytique, la clé de répartition. Donc, ça nous permet de répartir les frais communs à l'ensemble des produits sur chacun des produits. Pour calculer le coût P1 et P2 et pour déterminer à quel prix de vente on doit vendre les produits, c'est la comptabilité analytique qui rentre en jeu. Et pour cela, on a ci-dessous ce schéma. Alors, tout d'abord, pour la section A, donc la section d'achat. Donc, on a dit que le coût d'achat de la matière première A qui a été achetée, c'est égal au prix d'achat de la matière première auquel on rajoute les frais d'achat. Ça veut dire, un exemple de matière première, donc vous achetez 1 kg d'acier, par exemple. Et sur chaque kilogramme acheté, vous avez des frais de facturation à 1 euro. Donc, si vous avez acheté à 10 euros votre kilogramme de matière première et que vous avez 1 euro de frais de facturation, ça veut dire que ça vous a coûté en tout 11 euros. Donc, on se base dans notre calcul sur le coût réel qu'a nécessité le kilogramme de matière première pour que ça arrive jusqu'à vos entrepôts, votre usine. Pareil pour la partie usinage. Donc, si je reviens ici, donc pour calculer le coût d'usinage, c'est le coût d'achat de la matière à usiner, donc qu'on a calculé sur la section d'avant, auquel on rajoute les frais d'usinage. Le fait de subdiviser comme ça l'ensemble des frais nous permet de voir si à un moment les frais augmentent de manière injustifiée, est-ce qu'il y a moyen de les maîtriser ou pas. Donc pareil, donc, on arrive donc au coût de fabrication de notre produit P1. Donc ça utilise
de la matière première B et de la matière A qui a été usinée. Donc, c'est le coût d'usinage plus le coût d'achat et on rajoute les frais de fabrication. Donc, en clair, si je reviens au schéma précédent, sur chaque, ici, fonction d'exploitation, on va rajouter les frais associés à cette exploitation. Donc, les frais d'achat, les frais d'usinage, les frais d'assemblage, les frais de vente. Et tout ça, ça va nous donner ce qu'on appelle le coût de revient. Le coût de revient, ça veut dire combien ça m'a coûté pour produire un produit P1. Combien ça me coûte de produire un produit P2. À partir de ce coût de revient calculé de manière analytique, je peux déterminer mon prix de vente. Bien évidemment, le prix de vente, il doit être supérieur ou inférieur au coût de revient. Supérieur. Le prix de vente doit être supérieur au coût de revient. Sinon, vous allez perdre de l'argent en vendant à perte. Ça n'a aucun sens. Donc, le coût de revient auquel on rajoute notre marge nous donne le prix de vente. Donc, lorsque vous calculez le prix de vente d'un produit donné, vous calculez votre coût de revient de manière analytique et vous rajoutez votre marge donc, de vente pour trouver le prix de vente. Voilà, on va faire une application de ce principe-là sur l'exercice numéro 1. Donc ici, on considère une entreprise ayant vendu 80 000 boîtes de conserve. La vente a généré 10 000 € de frais commerciaux et on a extrait ces boîtes d'un stock de 100 000 exemplaires. Pour fabriquer les 100 000 boîtes, on a utilisé du fer et de la soudure. Donc, on a le prix au kilogramme de chaque matière première ainsi que les frais associés, à savoir ici, on a les heures de main-d'œuvre, donc heures de travail à 80 € de l'heure. L'approvisionnement en fer a généré 3 000 € de frais et l'approvisionnement en soudure a généré 500 € de frais. On a relevé 8 500 € de charges diverses. On nous demande de calculer le coût de revient de ces 80 000 boîtes vendues. Donc, on va procéder étape par étape de manière analytique, de manière à calculer ce coût-là. Monsieur, Oui, en gros, si j'ai bien compris, on va soustraire les charges, entre guillemets, aux revenus, à combien on a gagné d'argent en les vendant, en fait. on va calculer combien ça nous a coûté de produire ces 80 000 boîtes. Voilà, et après, on va soustraire au prix de revenu, de combien on a généré d'argent. Pour Et voir si c'est négatif, c'est que c'est pas bon. Oui, tout à fait. Pour savoir si on a gagné de l'argent ou pas et quel est le montant associé. Je vais remettre de côté l'énoncé sur mon deuxième écran de manière à pouvoir écrire ici sur cette page-là. Donc, on est sur l'exercice 1 de comptabilité analytique. Donc, la première étape à faire, c'est de s'intéresser à la matière première qui a été achetée. Donc, je vais calculer tout d'abord mon coût d'achat du fer blanc et de la soudure. Donc, première étape, donc je calcule le coût d'achat du fer blanc. Je vous écoute. Donc, le coût d'achat. On a 15 tonnes, donc 15 000 kilos. Donc, fois 3, ça nous fait 45 000. Donc, on a 15 000 kilos fois 3.
Donc ça représente quoi? 15 000 fois 3, c'est notre prix d'achat. Monsieur, vous déposez la correction, on doit tout noter là. Je vous conseille de prendre note puisque sur la séance de mardi, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Ok. Donc, peut-être prendre une capture d'écran à la fin de chaque page. J'espère que ça va fonctionner aujourd'hui parce que j'ai changé de logiciel, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, si j'arrive à avoir le PDF généré de ce tableau-là, je le mettrai sous MLS. Donc, ici, j'ai dit, on est en train de calculer notre coût d'achat. Donc, ça inclut le prix d'achat, mais on doit rajouter les frais associés. Oui, donc c'est 3 000. Donc, en frais d'achat, on a 3 000 €, effectivement. 48 000. Mais là, c'est pas pour 100 000 boîtes, le 15 000 fois 3. Oui, c'est pour l'intégralité de la matière première qu'on a achetée. En fait, D'accord. on va calculer combien ça nous a coûté de fabriquer ces 100 000 boîtes Et après, pour déduire le coût des 80 000. D'accord. Ok, merci. On procède de la même manière pour le coût d'achat de la soudure. là, du coup, Donc, le prix d'achat, il est de combien? 25 000, 2 500, parce qu'on a 100 kilos fois 25, ça nous fait 2 500 €, Oui, plus les frais de 500 €. plus les frais, on a 500 € de frais. Donc, on est sur un coût de 3 000 €. Pardon. Donc, cette matière première, on l'a utilisée donc, pour fabriquer nos boîtes de conserve. Donc, on peut déduire le coût de fabrication des 100 000 boîtes de conserve. Voilà, je précise. Donc, les 100 000 boîtes. Mais du coup, on a 1000 fois 80, plus les 8 500. Alors, je vous écoute. Ce coût-là, il va inclure quoi? Quelles sont les composantes? Fer blanc et la soudure. Du coup, on additionne les deux coûts, non? Donc, ça va être donc le coût d'achat de la matière première. Donc, coût d'achat du fer blanc. Et aussi, monsieur, les charges diverses de fabrication. Le coût d'achat de la soudure. Vous me dites qu'il y a aussi des frais de fabrication. Quel est le montant de ces frais? 8 500. Donc, plus donc, des frais de fabrication. Donc, on est à 8 500 €. Donc là, on a 3 000 € pour la soudure. Et Aussi les heures de travail aussi, non? Ouais, tu comptes les heures de travail, non? Parce qu'on n'a pas. ça dépend. Est-ce que les boîtes ont été fabriquées sans qu'on ait des heures de travail? Non. Donc, il faut rajouter la main-d'œuvre. Ah oui. Oui. Ouais, coup, il faut le faire, ouais. Bah, du coup, c'est 8 000. Les Non, heures de travail, c'est la 80 main-d'œuvre. 000. Alors, C'est c'est 1000 fois 80. Ouais, voilà, 1000 fois 80. 80 000. Voilà. Hop. Donc, j'ai les différentes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ou pas? Non, je pense que c'est bon.
Excusez-moi, donc pour vous, à quoi ça correspond les frais d'usinage là actuellement? Est-ce qu'il y en a ou vous considérez qu'il n'y en a pas? Les frais d'usinage. Où est-ce que vous Bah, il y avez... avait dans le cours, il y avait à la deuxième étape coût d'achat du produit usiné plus les frais d'usinage. Donc là, en l'occurrence, dans l'énoncé, vous considérez qu'il n'y a pas de frais d'usinage, du coup. Oui, ici La main-d'œuvre, je crois. on n'a pas du... Oui, on n'a Ouais, pas tu peux, d'usinage. tu peux le comprendre dans les charges de la main-d'œuvre, je pense. Ok. Donc la main-d'œuvre, c'est l'usinage, quoi. Et après, la fabrication, bah, c'est les coûts de fabrication. Ça marche. Concrètement, pour fabriquer des boîtes de conserve, il n'y a pas vraiment d'usinage. Donc, on prend de la tôle qu'on va souder. Il n'y a pas vraiment de l'usinage. Et donc la main-d'œuvre, ça rentre dans des coûts de fabrication pour vous? Oui, bien sûr. Parce que D'accord. s'il y a pas de main-d'œuvre, vous ne pouvez pas obtenir vos boîtes métalliques, Oui, bien sûr. conserve. Ouais. Donc Donc, la main-d'œuvre, c'est dans la fabrication aussi. Ouais. donc là, on a les. Donc, il faut faire le total de ces Ça nous éléments-là. donne, ça nous donne 139 500 euros. 139 500 euros. C'est-à-dire la boîte à 1,395. Bon, effectivement, donc si je déduis un coût unitaire, pour une boîte fabriquée, Oui. on est à combien? 1,395. 1,395 euros la boîte. Donc 80 000 boîtes, ça nous fait 111 600. Donc, je vous laisse prendre une capture d'écran parce que je vais passer un peu à notre page. Excuse-moi, c'est 1,395 euros ou 1395 euros? Non, c'est euros, c'est pour une boîte. On a fabriqué 100 000 boîtes. C'est 1 virgule. Ah, ok. Non, non, c'était pour voir si la virgule, c'était bien une virgule. Oui, oui, c'est 1 euro et virgule. D'accord. Ok, merci. Oui, c'est pas 1000 euros. Sinon, ça fait cher la boîte de conserve. Ouais. Donc, je vais rajouter une page. Monsieur, Oui. à quoi sert l'information du coup sur le sujet de la vente à générer 10 000 euros de frais commerciaux, s'il vous plaît? Je vais répondre à la question juste dans 2 minutes, ou dans pardon. 2 secondes même. Parce que là, ce qu'on a calculé, c'est le coût unitaire pour une boîte fabriquée. Et maintenant, ce qu'on va calculer pour les 80 000. Donc, on va calculer le coût de revient des 80 000 boîtes, non pas fabriquées, mais vendues. Donc, ça va être égal à la valeur qu'on vient de trouver. Ouais, 711 fois 80 000. Ouais, 80 000, oui. Ça représente quoi? Ça, c'est le coût de fabrication. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Entre la fabrication et la vente, est-ce qu'il y a d'autres coûts qui ont été enregistrés? Du coup, les commissions pour les commerciaux. Voilà, donc il faudra rajouter les frais pour les commerciaux. Donc là, on rajoute, puisque ça, c'est relatif à la partie vente. C'est 10 000 euros de frais commerciaux. C'est relatif à la section vente.
Donc, on a prélevé des entrepôts de l'entreprise en quelque sorte de la marchandise qui vaut 111 600 euros. On a donné ça aux commerciaux pour réaliser la vente. Ça nous a coûté 10 000 euros. Donc, le coût de revient pour l'entreprise, il est de 121 600 euros pour les 80 000 boîtes. Donc, à quel prix on doit vendre? Bon, ça, c'est une question que je rajoute, qui n'est pas dans l'énoncé. À quel prix on doit vendre la boîte de conserve dans ce lot-là des 80 000 de manière à générer 10 centimes par boîte? Quel serait le prix de vente? 1,62 €. Il a tout dit. Et vous êtes d'accord avec cette valeur? Bah, elle doit être supérieure à la valeur qu'il a dit, mais pas forcément égale. On divise, si on veut avoir un bénéfice de 10 centimes par boîte, en fait, on a juste à diviser le chiffre qu'on a trouvé juste avant, la 121 600, par le nombre de boîtes, donc 80 000, ce qui donne 1,52. Et si on veut un minimum de 10 centimes de bénéfice par boîte, bah, on rajoute 10 centimes à 1,52 €. Et le minimum de vente, c'est 1,62 du coup. Fort d'accord. Est-ce qu'on a pris en compte l'impôt sur le revenu? Alors, ça dépend si vous êtes une société offshore ou pas. Et l'impôt sur le bénéfice? Monsieur, j'ai une question. Donc là, on est en comptabilité analytique. Donc, je précise bien, on s'intéresse au cycle d'exploitation. Est-ce que l'impôt sur bénéfice ou impôt sur revenu, ça dépend du cycle d'exploitation de l'entreprise? Non, ça va dépendre de son statut juridique, de ses finances, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont externes au cycle d'exploitation, au cœur du métier de l'entreprise. C'est pourquoi, en fait, la comptabilité analytique, vraiment, elle s'intéresse à la réalité du terrain, à ce qui se passe uniquement pour la partie fabrication dans notre exemple-là. On ne s'intéresse pas aux différents montages financiers ou fiscaux ou autres qui font que l'entreprise peut gagner ou perdre de l'argent. On ne parle pas du résultat global. Là, on est en train de parler, l'entreprise, elle gagne 10 centimes sur chaque boîte vendue. Mais ça ne veut pas dire que ses bénéfices, ça va être 10 fois le nombre de boîtes vendues. Il y aura d'autres frais. Mais uniquement pour cette partie relative à ces boîtes, à son cycle d'exploitation, on arrive à cette valeur-là. Monsieur? Monsieur, parce que là, je vois pas bien en haut. Du coup, en gros, on a fait le coût de fabrication plus les 10 000 de commercial, ça. Oui, tout à fait. Donc, Ok. les 10 000 ici, c'est les frais commerciaux. D'accord, ok. Ok, ça marche, merci. Et c'était quoi la question avec les 10 centimes, là? J'ai pas très bien compris. Donc, ça, c'est une question supplémentaire que j'ai rajoutée, qui n'est pas dans l'énoncé. J'ai dit à combien on doit vendre nos boîtes de conserve si on veut réaliser 10 centimes de bénéfice sur chaque boîte. Ok. Si on veut gagner 10 centimes sur chaque boîte, en fait, il suffit de calculer le coût de revient unitaire. Là, on a calculé le coût de revient des 80 000 boîtes. Ça, c'est le coût de revient unitaire auquel je rajoute la marge que je veux réaliser. Ok. Ça, c'est mon coût de revient unitaire pour le lot de 80 000 boîtes que j'ai vendues. Et là, c'est la marge que je veux gagner sur la marge unitaire aussi, que je veux gagner sur chaque boîte, ce qui me donne le prix de vente. Donc, clairement, si vous vendez à 1,62 € la boîte, vous gagnez 10 centimes. Au-delà, vous gagnez plus. En dessous de 1,52, vous êtes perdant. Vous n'avez pas intérêt à vendre. Donc, si vous avez une commande pour vendre à 1,50, par exemple,
1,50 la boîte, vous avez intérêt à refuser la commande. Est-ce qu'il y a des questions? Le 0,1, c'est le bénéfice. Oui. Le bénéfice unitaire, la marge unitaire réalisée sur une seule boîte. En vrai, monsieur, c'est pas un énorme bénéfice, hein. Pourquoi? 10 centimes sur 1,50, ça va, c'est pas non plus... Bah, si on fait le calcul, attendez, sur 80 000, Ça fait attendez, 8 je 000 vais le balles. faire. Ouais, tu te fais 8000. 8 000, ouais, mais après, faut payer les employés et tout avec, du coup. les employés, Non, c'est déjà inclus. Ou c'est déjà inclus? Non, les heures de main-d'œuvre, c'est ça les employés. L'heure de travail, c'est ça la main-d'œuvre. Donc oui, c'est pas... Je dirais que dans la vraie vie, souvent les pourcentages de marge, c'est plus que les 10 centimes. Parce que là, on est en dessous de 10%. En clair. On est autour de 7%. Dans la vraie vie, souvent, on calcule le coût et après, on rajoute un pourcentage qu'on applique, différent selon les entreprises, mais qui est au-delà des 10% sur les ventes. C'était juste pour illustrer donc les gains que pourrait encaisser l'entreprise dans cette situation-là, tout simplement. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'exercice numéro 2. Des questions ou on passe à l'exercice 2? Ça va? C'est juste une question rapide. En fait, c'est la même que celle d'avant. Vous pouvez juste réexpliquer vite fait le truc avec les 10 centimes par boîte. Parce que je n'ai pas compris en fait le calcul que vous avez fait. En fait, ce qu'on a calculé ici, là, combien ça nous a coûté pour produire les 80 000 boîtes et pour les vendre. Ouais, ok. Donc, comme on en a 80 000, on a trouvé ce montant-là. Pour trouver le coût de revient d'une boîte vendue, une seule boîte. Donc, à chaque fois que je vends une boîte, quel est le coût de revient? C'est celui-là. D'accord. Okay. Donc, C'est pour on ça qu'on a a divisé divisé par... cette valeur par la quantité. D'accord, ok. Donc, à chaque fois que vous fabriquez une boîte et que vous la vendez sur ce lot de 80 000, ça vous a coûté 1,52 €. Donc là, ça fait 1,52 €. D'accord, ok. Si vous désirez réaliser une marge unitaire, donc là, c'est une marge unitaire de 10 centimes, votre prix de vente doit être égal à 1,62 €. Donc, le prix de vente unitaire. D'accord, ok, merci, j'ai compris. Très bien. Je vous laisse prendre une capture d'écran parce que je vais passer à la page suivante pour l'exercice numéro 2. Je suis désolé, ce n'est pas très pratique de faire de cette manière, mais c'est plus pour être sûr que vous ayez une trace écrite de ce qu'on a fait. Voilà, page suivante. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on va étudier la partie gestion de stock. Vous savez que dans toute entreprise, lorsqu'on a un approvisionnement de matières premières, on est amené à gérer le stock. Pour la gestion de stock, il y a différents aspects. On a vu la dernière fois que, par exemple, les jours de stock de matières premières, une entreprise, elle doit bien gérer ses jours de stock de manière à ne pas être à sec. Si jamais il y a des perturbations, il faut bien avoir un stock stratégique pour pouvoir fonctionner, pour que les machines ne soient pas à l'arrêt. Dans l'exercice numéro 2, on va étudier
un mode de gestion des stocks. Ça veut dire, j'ai un stock de matières premières. Est-ce que je prélève de la matière première de stock en prenant le stock le plus ancien, ou bien je prends le stock le plus récent ou autre, ou je prends n'importe quel stock. Donc, si j'ai de la matière première, par exemple, si j'ai acheté du bois et que j'ai eu des livraisons sur les 6 derniers mois, je vais fabriquer donc des meubles. Est-ce que je dois prélever dans le bois que j'ai reçu en décembre ou bien dans le bois que j'ai reçu en juin dernier ou indépendamment du lot reçu? Vous allez voir que selon le mode de gestion, mon coût de fabrication du meuble peut être différent. Donc, la première méthode qu'on va utiliser, donc, on nous dit, c'est la méthode FIFO. First in, first out. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Premier, bah là, du coup, on prendra le plus ancien dans ce cas-là. Ce serait le premier qui est rentré. C'est le premier qu'on sortira du stock. Oui, tout à fait. Et dans quel type de gestion de produits on est incité à utiliser la méthode first in, first out? J'allais dire la Matière première. nourriture, ouais. Alimentaire. Oui, tout à fait. Si vous prenez le cas de l'alimentaire, vous avez intérêt à vendre ou bien puiser dans les stocks les plus anciens puisque c'est des denrées périssables. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice numéro 2. Hop. Donc, on est sur cet exercice. On m'a donné la fiche de stock de matière première, donne les informations suivantes. Donc, le stock, le premier du mois, il est évalué à 8000 exemplaires, sachant que la valeur de ces 8000 exemplaires, elle est de 15 800 euros. On a des entrées dans le stock de 10 000 exemplaires le 4 pour un montant de 19 000. Une entrée le 11 de 7 000 exemplaires pour un montant de 14 000 euros, pour un coût plutôt de 14 000 euros. On a des sorties le 17 et le 28 de 7 000 et de 8 000 exemplaires. Et finalement, on a une entrée le 23 de 7 000 exemplaires, de 5 000 exemplaires. On nous demande de valoriser les sorties du 17, donc on va se focaliser sur cette sortie-là, du 17 et du 28, selon les différentes méthodes. Donc, on va commencer par la méthode FIFO, First In, First Out. Hop, voilà, on reprend notre tableau pour pouvoir écrire. Donc, les 7000 exemplaires, donc, on a le 17, on a une sortie de 7000 exemplaires. Donc, les 7000 exemplaires sortis le 17 sont prélevés sur quel stock? Le premier, les 8000. Sont pris effectivement parmi le stock des 8000, donc qui était là au premier du mois, donc parmi le stock le plus ancien. Donc, ont été pris parmi les plus anciens. Donc, la valeur de cette sortie-là, donc on a 15 800. Est-ce que c'est 15 800 euros, la valeur de cette sortie, de ces exemplaires qu'on a prélevés?
Non, faut qu'on on compte que les 7 000. On fait fois 0,7. Ah non, c'est pas 0,7, c'est fois. euh, Quoi? C'est fois 7 000 divisé par 8 000. Eh bien. Merci, Sarah. T'inquiète, le boss. Donc, ça nous fait une valeur de 13 825 euros. Donc, quelle est la valeur du stock restant? Sur le stock initial? 1975. Donc, on a 1000 exemplaires pour 1975 euros. On est d'accord pour cette première question? Oui. Très bien. Pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Dites-moi. Je comprends pas pourquoi on a pris du premier stock, c'est-à-dire le plus ancien. Parce que c'est ce que dit la méthode FIFO, c'est first in, first out. On va prélever, lorsqu'on a une sortie de stock, on va prélever dans le stock le plus ancien. Celui qu'on a reçu en premier, c'est celui qu'on va vendre en premier, en quelque sorte. D'accord. Donc c'est la méthode FIFO qui impose quand on prend du premier stock. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, first in, donc ce qu'on a reçu en premier, c'est ce qu'on va sortir en premier, first out. Ouais. Donc, deuxième question, on va calculer le montant de la deuxième sortie. Donc, on a une sortie qui a eu lieu le 17 et une sortie le 28. Une sortie de stock, bien sûr. Donc, deuxième question. Donc, on a le 28. On a une sortie de stock de 8000 exemplaires. Quelle est la valorisation de ce stock-là? Bah déjà, on utilise les 1000 exemplaires du début, donc 1975. Plus Très bien. l'entrée. Donc, déjà, on va prélever les 1975, ce qui est resté dans le stock initial. Ouais. Très bien. Plus D'accord. 19 000 divisé par 10 000 fois 7 000. En gros, l'entrée du 4, on prend 7 000 exemplaires. Monsieur, Oui. ça correspond à quoi le S1 et le S2, s'il vous plaît? La valeur de la première sortie de stock et la valeur de Ah, la ok. deuxième sortie de stock. Ok, S pour sortie, merci. Donc, on est à Monsieur, 15 pour la, 200. monsieur, pour la sortie 2, c'est pas 8000 divisé par 10 000? Vu que la sortie du 28, c'est 8000 exemplaires qui sont sortis. Oui, mais on avait déjà prélevé ici 1000 exemplaires. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Donc, ce qui reste, 8000 moins 1000, ça nous fait 7000. On a prélevé une partie sur le stock initial du premier, ce qui restait, et après, on est passé au stock suivant, qui est reçu le 4. Donc, le stock qui a été reçu le 4, on a 10 000 exemplaires pour un coût d'achat de 19 000 euros. Donc, il y a assez pour prélever dans le stock de 4. Si le 28, le montant de... Tiens, je vais rajouter... si le 28, le montant de la sortie... Allez, je vais rajouter une autre question.
Donc, 2 primes. Le 28. Au lieu d'avoir une sortie de 19 000, de 8 000 exemplaires, si on avait une sortie de 12 000 exemplaires, quelle aurait été la valeur de cette sortie-là? Bah, on épuise du coup aussi l'entrée. Après, on utilise l'entrée du 11. Donc, on fait 1975 plus 19 000 fois 7 000 divisé par 10 000. Donc là, on a 8 000 et vous voulez 12 000. Donc plus 14 000 fois 4 000 divisé par 7 000. Je n'ai pas suivi la... En gros, on a utilisé tout le stock du stock. Oui, je voudrais noter ce que vous venez de dire à l'oral. Bah, du Donc, coup, on recopie la ligne de dessus, 19 000 fois 9 000 divisé par 10 000. oui. Plus, ouais, du coup, plus 14 000 fois 2 000 divisé par 7 000. Fois 1000, c'est pas fois 2000. Alors, 1000 ou 2000? Ah, si, 1000, parce parce qu'il 1000. faut qu'on Là, on déduise a. le stock du Ouais. 4 aussi. Ouais, parce que là, on a 1000 là. 2000, ouais, 2000. Genre, on Parce enlève qu'on a... 9000 sur 10 000 et on met directement 19 000, puisqu'on vit tout. Ah oui, pourquoi on a mis 2000? 9000. On prend tout. C'est... Au début, on a pris 1000. Il nous reste 11 000. Du coup, on a pris 10 000. Il nous reste à 1000. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai écrit ce que vous m'avez dit à l'oral. Ouais, du coup, c'est les C'est pas 19 9000 en fait. les 19 000 entiers. En gros, les 10 000 exemplaires, du coup, c'est que 19 000 plus. Donc ici, on récupère tout le stock. Ouais. Donc là, on a récupéré 10 000 exemplaires. Il nous reste à Après, 1000. c'est 6 fois 1000. Là, on avait récupéré 1000 exemplaires. Et donc, ce qui reste, On prend juste 1000. on prend 1000 Sur Ouais, 7000. sur 7. sur 7. Vous pouvez me donner la valeur? 20 977 euros. Combien? 20 977. Pourquoi? Bah, j'ai fait la somme. Vous avez rajouté la dernière parenthèse? Ouais. Et vous trouvez 20 000? Oui. Je vais le faire. Et rien que 19 000 plus 1900, ça fait 20 975. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Et donc, il faut Il y a un rajouter, problème. Non. 2000. Il manque un Ouais, truc là. pardon. 22 975. Pardon. Ah, d'accord, ok, je préfère. Voilà. Donc, 22 975 075 euros. euros. Ok. Parce que c'est une question, en fait, que j'ai improvisée, donc la valeur me paraissait un petit peu bizarre. Très bien. Donc, on a valorisé les différentes valeurs pour les sorties de stock. Troisième question, on va calculer la valeur du stock en fin de mois. Donc, le stock en fin de mois, il est valorisé à combien? Je vous écoute. Donc, Non, c'est comme si le 28, il y en a eu que 8 000 qui sont sortis. On fait en oui, fonction bien du sûr. dos ou des primes.
Oui, c'est le 2. Oui. Ah, d'accord. On revient à notre énoncé initial. Donc, on a une sortie du 28 pour 8000 exemplaires. Donc, quelle est la valeur de notre stock final? 19 000 divisé par 10 000 fois 3000. Bon, je vous laisse faire les calculs, vous me donnez la valeur? Le résultat final, le nombre. Oui. Ok. Monsieur, Oui. la valeur du stock, c'est-à-dire que ce qui nous a... Comment? Enfin, ce qui nous reste, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire là, on a eu un stock, le premier avec 8000. Après, on a un stock de 8000. Après, on a ajouté 10 000 et 7000 et 5000. Et au final, en fait, on va faire juste, en fait, là, ce qui nous reste, quoi. Oui, tout à Ah, fait. on va... Donc, combien vous avez d'exemplaires et quelle est la valeur de ces exemplaires? 29 C'est 700. 8000. 29 700. Ouais, je suis d'accord avec le 29 700. Adjugé, je suis d'accord aussi. Je partage l'avis. Très bien, parfait. Donc, la valeur de notre stock en fin de mois est de 29 700. Et combien on a d'exemplaires en tout? À la fin du mois? 15 000. 15 000 exemplaires. Ouais, Ah, c'est ça. comment tu as calculé, Maïssa, tout à l'heure? Lequel? 29 700. Ouais. Bah, tu calcules plus le stock du premier parce qu'on a tout épuisé. L'entrée du 4, il t'en reste 3 000 exemplaires. Ouais. Ouais, c'est tout le reste. 19 000 divisé par 10 000 fois 3 000. C'est ce qui te reste. Attendez, t'es un peu rapide. Vous avez besoin du Non, c'est- détail? On fait le détail ensemble? Oui, 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 s'il vous plaît, monsieur. OK. Donc, en fait, à la fin du mois, qu'est-ce qui va rester? Donc, on va avoir 3000 exemplaires Mais je pense. Non, rien. Non, c'est bon. du stock entrée le 4. Donc, la valeur de ces 3000 exemplaires, donc là, 3000 exemplaires du stock du 4. Donc, la valeur, elle est de 5 700 €. Pareil, on a 7000 exemplaires du stock entrée le 11, ce qui reste. 7000 exemplaires du stock du 11. La valeur, elle est de 14 000. Mais je pense qu'elle n'a pas compris le 5 700 vient d'où. Ouais, c'est plus mettre en opération le 5700. Ah, d'accord. OK, d'accord. Donc, Et en vrai, c'est de 19 000 fois 3000 sur 10 000. Ouais, C'est voilà. ça. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est Ce tout. Après, calcul. tu additionnes le reste que tu n'as pas touché. Ouais, moi, en fait, j'ai trouvé 8000 parce que j'ai pas calculé les 7000 du 11. Pour cela, j'ai pas eu le même résultat que vous. Mais là, Ah. c'est bon, j'ai bien compris. c'est tout bon alors? Oui, merci. Très bien, parfait. Avez-vous des questions? Parce que c'est déjà l'heure, ça passe vite. Est-ce que vous avez encore la page d'avant? Parce que j'ai pas pu screener. Oui, ah, voilà. Parfait. Je vais la récupérer. Je vous remercie. Ouais, je vais tenter de récupérer le tableau blanc en PDF. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Si ça marche, je le mettrai immédiatement sous MLS. Ok, merci monsieur. Très bien, merci. Merci, Pour la monsieur. prochaine fois, on verra les
méthode suivante. Donc, l'IFO, last in, first out, et le coût moyen unitaire pondéré pour le calcul des stocks. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir. J'attends juste qu'il parte. Oui, c'est quoi la différence entre le CMUP et le CMUP rapporté, s'il vous plaît? Alors, donc, oui, je vous écoute. CMUP, c'est le coût moyen unitaire pondéré. En fait, dans cette méthode-là, on va calculer, en fait, c'est comme si on mélangeait les stocks. Donc, on est indifférent du fait d'avoir des stocks anciens ou nouveaux avec des valeurs différentes. Et on va calculer une valeur moyenne. Maintenant, lorsque on calcule par la méthode du coût moyen unitaire pondéré, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste arrondir à la vraie valeur. Donc, si on est sur des euros, on va s'arrêter au centime. Donc, et on va arrondir au centime, tout simplement. Oui, mais la formule, ce serait pas faire 15 000, par exemple, pour le stock du premier, ce serait pas faire 15 800 divisé par 8 000, du coup? Et faire pareil pour tout le reste, si on sait combien d'exemplaires on sort, et de faire justement pour les 7 000 exemplaires? Ah, il faut calculer la valeur du stock. Oui. Dans sa globalité, et vous divisez par le nombre d'exemplaires. Complètement enlevé, donc les 7 000. C'est bien ça? Et? Pour le premier, pour le 17. Et la valeur, vous multipliez par 7 000. Okay. Et la valeur trouvée, vous la multipliez par 7 000, ouais, pour la première. Ouais. Ah, ok, donc ça veut dire que je prends l'entièreté des exemplaires, divisé par l'entièreté des valeurs ou coûts d'achat, etc. Et à la fin, je multiplie par 7 000, c'est bien ça? Oui. Ok, parfait, super. Bon, merci beaucoup. Très bien. De toute manière, on va corriger ça la prochaine fois. Donc, je terminerai la correction de cet exercice au début de la prochaine séance. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.